Je m'appelle Marcel René Lefebvre. J'ai 76 ans et je tiens encore debout après une vie de labeur que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ancien facteur ayant donné 35 ans de ma vie à la Poste, je pensais avoir mérité le repos. Au lieu de ça, en décembre dernier, je me suis retrouvé au gala de Noël du Cercle de l'Union à Lyon, dans un costume emprunté qui me serrait aux épaules et dont les manches tombaient trop bas sur mes poignets. Autour de moi, 200 cadres en smoking de créateurs levèrent des coupes en cristal remplies de champagne que je ne pourrais jamais me payer. Mon fils Thierry s'est approché du micro, sa voix assurée avec cette confiance d'un homme qui avait appris à dominer chaque pièce où il entrait. « La famille représente tout pour moi », a-t-il dit en souriant à l'Assemblée. « C'est pourquoi je verse à mon père 3 000 € chaque mois pour qu'il puisse vivre dignement après toutes ces années de sacrifice. » Les applaudissements ont été immédiats, chaleureux, admiratifs. Je suis resté là, figé. 3 000 € par mois. Je travaille 70 heures par semaine à 76 ans. Ma Peugeot 206 de 2003 a un chauffage qui est mort il y a 2 hivers. Hier soir, j'ai mangé des lentilles directement de la boîte. Ce matin, mon compte en banque affichait 127 €. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait pâlir tous les visages de cette salle. Avant ma retraite, j'ai distribué le courrier pour la Poste pendant 35 ans. Pluie, neige, canicule. J'ai parcouru ces tournées jusqu'à ce que mes genoux commencent à lâcher et que mon dos me dise qu'il était temps d'arrêter. Je pensais que la retraite signifiait le repos. Je pensais l'avoir mérité. Au lieu de ça, à 76 ans, je cumule 3 emplois juste pour survivre. 35 heures par semaine comme agent de sécurité de nuit dans un complexe de bureaux du centre-ville. Assis sur une chaise à surveiller des écrans jusqu'à ce que mes yeux brûlent. 25 heures à nettoyer des sols d'entrepôt, poussant une serpillière dans des bâtiments, qui sentent le diesel et le carton. Travaillant jusqu'à 3 heures du matin, quand la plupart des gens dorment. Encore 10 heures derrière la caisse chez Lidl, scannant des articles pour des clients qui regardent à travers moi comme si je faisais partie du mobilier. 70 heures par semaine. Mon corps me fait mal à des endroits dont j'ignorais qu'il pouvait faire mal. Mon fils Thierry a construit quelque chose de différent. La promotion immobilière. Son bureau se trouve au 35e étage d'une tour de verre à La Défense avec vue sur tout Paris. Il conduit une voiture qui coûte ce que je gagnais en 5 ans. Il vit dans un penthouse à Neuilly, dans un quartier où les gardiens arrêtent les gens qui me ressemblent et posent des questions. Sa femme, Bénédicte, vient de la vieille bourgeoisie du 16e arrondissement. Le genre de famille qui est riche depuis si longtemps qu'elle n'y pense même plus. Elle gère leurs finances, avec des tableurs et des comptes d'investissement que je ne comprendrai jamais. Elle porte des vêtements qui coûtent plus que mon loyer mensuel. Je me tenais dans cette salle de réception comme un accessoire dans la représentation de quelqu'un d'autre. Une histoire que Thierry racontait pour paraître généreux. Un élément pratique de son récit sur les valeurs familiales et le soin de ceux qui l'ont précédé. Le beau-fils, le père reconnaissant. Sauf que rien de tout ça n'était vrai. J'avais besoin d'air. Les applaudissements résonnaient encore dans mes oreilles quand j'ai franchi les portes vitrées pour sortir sur la terrasse. Le froid de décembre mordait mon visage, mais il semblait plus propre que la chaleur à l'intérieur de cette salle pleine de mensonges. J'ai sorti mon téléphone. L'écran affichait une notification d'EDF. Paiement en retard. 73 € que je n'avais pas avant que ma vacation de sécurité ne commence à minuit. Des pas ont claqué derrière moi, des talons sur la pierre. Je connaissais ces talons. Bénédicte est apparue à côté de moi, une coupe de champagne dans sa main manucurée. Son sourire était parfait. Étudié. Thierry s'inquiète pour vous, Marcel. Il parle de vous constamment, de tout ce qu'il fait pour vous. Parfois, je trouve qu'il donne trop. Je me suis tourné pour la regarder. Je n'ai pas reçu un centime. Son sourire n'a pas changé. « Oh, Marcel, à votre âge, la mémoire joue de ses tours. Ça doit être déroutant, tous ces arrangements financiers. Vous devriez être reconnaissant que Thierry s'occupe de tout pour vous. Il ne veut que votre bien. » Ma mémoire fonctionne très bien. Mon compte en banque me dit la vérité. Elle s'est rapprochée. Le sourire est resté, mais ses yeux sont devenus froids. « La famille, c'est tout, Marcel. Tout. Ce serait vraiment dommage que quelque chose perturbe ça. Thierry a travaillé si dur pour bâtir sa réputation. Les gens le respectent.
Nous ne voudrions pas qu'une quelconque confusion abîme ce qu'il a construit. Les malentendus peuvent être si embarrassants. La façon dont elle l'a dit, la façon dont elle m'a regardé comme si j'étais un problème à gérer. Un vieil homme noir antillais qui devrait connaître sa place, qui devrait rester tranquille et reconnaissant. Vous comprenez ce que je vous dis? Je comprenais parfaitement. Je suis parti sans un mot de plus. J'ai conduit 40 minutes pour rentrer dans mon quartier. La partie de Lyon qui ne figure pas dans les brochures touristiques. Mon immeuble HLM se dressait entre un bureau de transfert d'argent et une laverie automatique dont la moitié des néons étaient grillés. 450 € par mois pour 35 mètres carrés. À l'intérieur, je me suis assis à ma petite table de cuisine. La chaise branlait. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran clignotant comme s'il allait rendre l'âme d'un jour à l'autre. Je me suis connecté à mon compte bancaire. 127 €. Pas 3000, pas même 300. 127 €. Je suis resté là à fixer ce chiffre, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quelque chose qui ressemblait au moment juste avant qu'on arrête d'accepter les mensonges et qu'on commence à exiger la vérité. Le sommeil n'est pas venu. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer les fissures du plafond. Mon esprit rejouait les mêmes scènes encore et encore. La mère de Thierry est morte quand il avait 8 ans. Un cancer l'a emporté en 6 mois. M'a laissé avec un garçon qui pleurait tous les soirs pour s'endormir pendant 1 an. J'ai fait des doubles vacations à la poste. J'ai pris des emplois le week-end à décharger des camions. J'ai manqué ces spectacles d'école parce que je distribuais le courrier. J'ai manqué ces matchs de basket parce que je faisais une 2e vacation juste pour garder les lumières allumées. Mais je me suis assuré qu'il ait ce dont il avait besoin. Je me suis assuré qu'il puisse aller à l'université. Il était intelligent. Il a obtenu une place à Sciences Po grâce à une bourse au mérite. J'étais si fier. J'ai pleuré quand cette lettre d'admission est arrivée. Il se tenait dans notre petite cuisine et m'a fait une promesse. Il a dit que quand il réussirait, il prendrait soin de moi. Il a dit que je n'aurais plus jamais à me tuer au travail. Je l'ai cru. Maintenant, me voilà à 76 ans, travaillant 70 heures par semaine, pendant qu'il se tenait dans des salles de réception, racontant à des inconnus qu'il me donnait 3000 € par mois, utilisant mon nom pour construire sa réputation, utilisant mon sacrifice pour paraître généreux, et sa femme me menaçant sur une terrasse me disant de rester tranquille, d'être reconnaissant, sachant qu'on m'avait appris toute ma vie à ne pas faire de vagues, sachant que les hommes comme moi, les Antillais de ma génération arrivée en métropole par le Bumidum, avaient été formés à accepter ce qu'on leur donnait et à ne pas poser de questions. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à taper. Pas de colère, juste des faits, des dates, des chiffres, la vérité, parce que le silence protège les mauvaises personnes. Et j'en avais fini de les protéger. Plus maintenant. Le lendemain matin, je suis entré à la bibliothèque municipale de Villeurbanne, dès l'ouverture des portes à 9h ans. La bibliothécaire m'a reconnu. Je venais assez souvent. Internet gratuit, chauffage gratuit en hiver, un endroit où s'asseoir qui ne coûtait rien. J'ai pris un poste informatique près de la fenêtre et j'ai ouvert Google. Mes doigts se déplaçaient lentement sur le clavier. Abus financiers, personnes âgées, France. J'ai appuyé sur Entrée. Le premier article m'a retourné l'estomac. Il expliquait exactement ce que je soupçonnais. Quand quelqu'un déclare un parent âgé comme personne à charge sur ses impôts, il doit fournir plus de la moitié du soutien financier de ce parent. Le fisc exige des preuves, de vraies preuves, de la documentation, des relevés bancaires, des reçus. Si vous réclamez la déduction sans réellement fournir le soutien, c'est de la fraude, un délit pénal. J'ai continué à lire. Les articles parlaient de la fréquence de ce phénomène. Des enfants adultes déclarant des parents âgés pour réduire leurs charges fiscales, économisant des milliers d'euros chaque année, construisant des réputations de membres de familles généreux, tout cela pendant que le parent vivait dans la pauvreté. J'ai cherché un autre terme. Fraude fiscale ascendant à charge. Plus de résultats. Sanctions pénales, prison, amende. Alors j'ai compris. Thierry ne mentait pas seulement à ses associés. Il mentait à l'État français, utilisant mon nom sur ses déclarations d'impôts, affirmant qu'il me soutenait,
obtenant des déductions, réduisant ce qu'il devait, économisant de l'argent pendant que je travaillais 70 heures par semaine, juste pour manger. Ce n'était pas juste une trahison, c'était du vol, et c'était pénal. Ce soir-là, je me suis présenté pour ma vacation à l'entrepôt à 23 heures ans. Le bâtiment faisait 7 étages, abritait plusieurs entreprises. Mon travail consistait à nettoyer les parties communes et les couloirs. Vers 2 heures du matin, la plupart des bureaux étaient sombres et vides. Le 7e étage abritait un cabinet d'expertise comptable, des professionnels qui aidaient les gens riches à gérer leur argent et leurs impôts. Je vidais leurs poubelles comme chaque nuit, poussant mon chariot le long du couloir. Quelque chose a attiré mon attention dans l'une des corbeilles de recyclage. Un morceau de papier avec un en-tête. J'ai failli continuer mon chemin. Ce n'était pas mes affaires, mais j'ai vu mon propre nom. Je me suis arrêté, j'ai sorti le papier, je l'ai lissé contre mon chariot. C'était un brouillon de lettres. Des marques au stylo rouge le couvraient avec des corrections et des notes. L'en-tête indiquait « Stratégie d'optimisation fiscale pour Thierry Lefebvre ». Mes mains ont commencé à trembler avant que je finisse de lire le premier paragraphe. Comme discuté, nous avons structuré l'arrangement de prise en charge d'ascendant pour Marcel Lefebvre afin de maximiser votre avantage fiscal. Le montant de soutien mensuel de 3 000 € crée une déduction substantielle tout en maintenant les standards de documentation requis par les protocoles de contrôle fiscal. Nous recommandons de continuer la structure actuelle via la SCI Montclair Patrimoine pour maintenir une séparation entre la comptabilité personnelle et professionnelle. Je l'ai relu puis une 3e fois. SCI Montclair Patrimoine. Le nom de jeune fille de Bénédicte était Montclair. Je savais au moins ça. Elle venait de la famille Montclair du 16e arrondissement. Vieille bourgeoisie remontant à des générations. Ce n'était pas juste Thierry, c'était eux deux. Ils avaient monté une sorte de société utilisant le nom de sa famille, faisant circuler de l'argent à travers elle, créant des documents qui disaient qu'ils me soutenaient, construisant une piste pour le fisc pendant que je mangeais des lentilles en boîte. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était fissuré depuis que je l'avais fait tomber le mois dernier, mais il fonctionnait encore. J'ai pris des photos, plusieurs angles. Je me suis assuré que chaque mot était visible. La date, l'en-tête, la ligne de signature, puis j'ai fouillé plus profondément dans la corbeille de recyclage, trouvé d'autres pages, d'autres brouillons, d'autres lettres discutant de l'arrangement. J'ai tout photographié. Quand j'ai eu fini, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai fini ma vacation en pilote automatique. Ce n'était pas juste un mensonge raconté à une soirée. C'était systématique, planifié, documenté. C'était de la fraude. Je suis allé directement de l'entrepôt à ma vacation du matin chez Lidl. Mon corps avait l'impression de se déplacer dans de la boue, mais j'ai pointé à 8 heures ans et j'ai pris ma place à la caisse. Monique travaillait la même vacation que moi. Elle avait 65 ans, une femme noire aux cheveux argentés qu'elle gardait courts et des lunettes de lecture qui pendaient à une chaîne autour de son cou. Nous avions travaillé ensemble pendant 2 ans. Elle avait été comptable avant que son entreprise ne réduise ses effectifs et ne se débarrasse de tous ceux qui avaient plus de 60 ans. Pendant notre pause, je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Elle a mis ses lunettes et a étudié chaque image attentivement, fait défiler lentement. Son expression a changé. « C'est de la fraude, Marcel », a-t-elle dit doucement. « Ça, c'est de la fraude fiscale. Si ton fils te déclare comme personne à charge et documente un soutien qu'il ne t'a jamais donné, c'est une infraction pénale. Délit fiscal. Tu es sûr ? J'ai travaillé en comptabilité pendant 30 ans. Je suis sûr. Elle m'a rendu mon téléphone. La question est, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas, j'ai besoin de plus que ça, non ? Plus de preuves. Tu as besoin que tout soit documenté. Des relevés bancaires montrant que tu n'as jamais reçu d'argent. Des bulletins de paie de tes 3 emplois prouvant que tu subviens toi-même à tes besoins. Des quittances de loyer, des factures de services publics, tout ce qui montre la vérité sur comment tu vis réellement. Et tu dois découvrir s'il y a plus. S'ils ont monté cette SCI Montclair Patrimoine, il pourrait y avoir d'autres documents, des comptes bancaires, d'autres lettres. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Sa voix était douce, mais ferme.
Marcel, c'est sérieux. Ce n'est pas juste un drame familial. C'est ton fils qui utilise ton nom pour commettre des délits pénaux. Si tu obtiens plus de documents, plus de preuves, je peux t'aider à comprendre ce que les chiffres signifient. Fais ça, mon grand. Apporte-moi ce que tu trouves. Je te dirai exactement ce que ça signifie. J'ai attendu le soir pour passer l'appel. Assis à ma table de cuisine avec mon téléphone et un petit enregistreur vocal que j'avais acheté chez Lidl pendant ma vacation. 15 €, chaque centime en valait la peine. J'avais fait des recherches à la bibliothèque. En France, l'enregistrement d'une conversation est légal si l'un des participants y consent. Tant que je fais partie de la conversation, je peux légalement l'enregistrer. J'ai appuyé sur « Enregistrer » sur les 2 appareils et j'ai composé le numéro de Thierry. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Papa, tout va bien ? J'ai besoin de te poser une question. À la soirée, tu as dit à tout le monde que tu me donnes 3 000 € par mois. » Le silence s'est étiré pendant 3 secondes. Puis, « Papa, c'est compliqué. Il y a des structures fiduciaires impliquées, de l'optimisation fiscale, des instruments financiers. Tu ne comprendrais pas le côté financier des choses. Je comprends que mon compte en banque a 127 € dessus. Tu ne regardes pas la situation dans son ensemble. L'argent est mis de côté pour toi. Il est géré correctement pour ton bénéfice à long terme. Il y a des comptes que tu ne vois pas. Quel compte? Où? Montre-moi. » Sa voix a changé. Elle a pris ce tranchant dont je me souvenais quand il était adolescent et prise en flagrant délit de mensonge. « Papa, je crois que tu deviens confus. Ça arrive à ton âge. Les problèmes de mémoire sont tout à fait normaux. Peut-être qu'on devrait parler de te trouver de l'aide. » Tu as pensé aux résidences-services, à un endroit avec du personnel qui peut t'aider à garder une trace de ces choses. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Ma mémoire fonctionne très bien, Thierry. Je me souviens de chaque facture que je paie, de chaque vacation que je fais, de chaque boîte de lentilles que je mange au dîner, parce que c'est tout ce que je peux me permettre. Tu te montes la tête pour rien. Je gère tes finances. Je m'occupe de tout. Tu devrais être reconnaissant au lieu de m'appeler avec des accusations. J'ai entendu une voix en arrière-plan. Bénédicte. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair, tranchant, autoritaire. Thierry a couvert le téléphone, conversation étouffée. Quand il est revenu, sa voix était plus dure. « Papa, je dois y aller. On en reparlera plus tard. Et sérieusement, pense à ce rendez-vous chez le médecin. » La ligne s'est coupée. Je suis resté là avec le téléphone dans la main, l'enregistreur tournant toujours, ne captant rien d'autre que le silence et ma propre respiration. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Georges Durand. Nous nous connaissions depuis 15 ans, depuis que nous avions commencé tous les deux à fréquenter la même paroisse. C'était un avocat qui faisait du droit de la famille et des affaires de personnes âgées. Un homme bien, honnête. Georges, c'est Marcel Lefebvre. J'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. La soirée, l'enregistrement, la lettre que j'avais trouvée à l'entrepôt. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Puis il a dit « Marcel, c'est sérieux. Ce que tu décris, c'est de l'abus de faiblesse sur personnes âgées, combiné à de la fraude fiscale. Si ton fils te déclare comme personne à charge et documente un soutien qui ne t'a jamais atteint, ça pourrait être des poursuites pénales. Quand est-ce que tu peux venir me voir? Aujourd'hui, si tu peux. Viens à mon cabinet à 14h. À son cabinet cet après-midi-là, je lui ai montré tout ce que j'avais sur mon téléphone. Les photos de la lettre du cabinet comptable, l'enregistrement de l'appel de Thierry, mes relevés bancaires montrant des mois de solde en dessous de 200 €. L'expression de Georges a changé à mesure qu'il regardait chaque élément de preuve. Quand il a eu fini, il m'a regardé. « Marcel, c'est bien, mais on a besoin de plus. Beaucoup plus. On doit construire un tableau complet avant d'aller où que ce soit avec ça. » Georges m'a dit que j'avais besoin de preuves venant de l'intérieur de la maison de Thierry, de vrais documents, des preuves au-delà d'une lettre trouvée dans une poubelle. Je savais que Bénédicte avait son cours de yoga tous les mardis à 10h du matin. Elle le publiait sur les réseaux sociaux. Des photos d'elle en tenue de sport hors de prix avec des légendes sur le bien-être et le développement personnel. Mardi matin,
J'ai conduit jusqu'à leur quartier, les Hauts de Sainte-Foy-les-Lyons. Portail en fer, poste de garde, pelouse qui ressemblait à des greens de golf. Le gardien de sécurité est sorti de sa guérite quand je me suis approché. Jeune homme blanc avec des lunettes de soleil miroir. Il s'est penché vers ma vitre, sa main reposant près de sa ceinture. « Je peux vous aider, monsieur ?» La façon dont il a dit « monsieur » rendait clair qu'il pensait que je n'avais rien à faire là. J'ai gardé mes mains visibles sur le volant. Je rends visite à mon fils Thierry Lefebvre. Je m'appelle Marcel Lefebvre. Il a regardé son registre, puis moi, puis de nouveau le registre, prenant son temps. Pièce d'identité. J'ai passé mon permis de conduire par la vitre. Même nom de famille que Thierry. Même adresse indiquée comme proche parent dans leur système. Il l'a étudié plus longtemps que nécessaire. Il vous attend? Je suis son père. Je passe quand je peux. Il m'a finalement fait signe de passer, mais je l'ai vu décrocher son téléphone alors que je passais. La maison de Thierry se trouvait au bout d'un cul-de-sac, style provençal, garage 3 voitures, fontaine dans le jardin de devant. Je me suis garé dans la rue et j'ai marché jusqu'à la porte, mon cœur cognant contre mes côtes. C'est Fatima qui a ouvert. La femme de ménage, marocaine, peut-être 50 ans, avec des yeux gentils. Je l'avais rencontrée une fois à un dîner de fête. « Monsieur Marcel, monsieur Thierry est au travail. » Je sais. J'espérais attendre dans son bureau, peut-être lui laisser un mot. Elle a hésité, a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison. « D'accord, vous savez où c'est. » Je me souviens. « Merci, Fatima. » Le bureau de Thierry était au premier étage. Bureau en bois massif, fauteuil en cuir, classeur. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis allé directement au bureau. Le chéquier était dans le tiroir du haut. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à photographier. Page après page. Des chèques mensuels de 3 000 € libellés à l'ordre de SCI Montclair Patrimoine remontant à des années. Un dossier intitulé « Documents fiscaux » se trouvait dans le classeur. À l'intérieur, un tableur. En tête de colonne, date, montant, objet, ligne après ligne. Soutien ML 3 000 € mensuels. Mais aucune indication que l'argent m'ait jamais atteint. Une autre lettre du cabinet d'expertise comptable louant la planification de Thierry, discutant de l'arrangement de prise en charge d'ascendants et comment il fournissait une excellente efficacité fiscale. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai pris des photos de tout. Chaque chèque, chaque page du tableur, chaque lettre. Mon téléphone a vibré. SMS de Fatima. Madame Bénédicte a appelé, elle rentre plus tôt, 5 minutes. Mon estomac s'est retourné. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Fermé les tiroirs, rangé les papiers, je me suis précipité hors du bureau et en bas des escaliers. Fatima m'a retrouvé à la porte. « Partez vite. » J'ai atteint ma voiture juste au moment où une Mercedes blanche tournait dans la rue. Je me suis garé 3 rues plus loin, les mains tremblant encore, assis dans ma voiture essayant de calmer ma respiration. C'est alors que j'ai vu Fatima descendre le trottoir. Elle portait un sac poubelle, mais ses yeux cherchaient. Elle a repéré ma voiture et s'est approchée. J'ai baissé la vitre. Elle a jeté un coup d'œil vers la maison, puis s'est penchée tout près. « Monsieur Marcel, j'ai vu des choses qui me tracassent depuis longtemps. » « Quelles choses? Chaque mois, Madame Bénédicte fait des chèques. 3 000 € à sa société. Elle les met dans un dossier avec votre nom dessus. Mais je ne la vois jamais vous donner quoi que ce soit. Je ne vous vois jamais venir chercher de l'argent. Une fois j'ai posé la question. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas et de me concentrer sur le ménage. La voix de Fatima est devenue plus basse. Elle dit à monsieur Thierry quoi faire. Tout. Les affaires, l'argent, tout. Il a peur d'elle. Je pense que quand ils se disputent, elle lui rappelle sa famille, leurs relations, ce qu'ils peuvent faire pour lui ou contre lui. Avez-vous vu d'autres documents? Des lettres? Des relevés bancaires? Elle a hoché la tête. Dans le bureau, il y a tout un dossier. Des documents fiscaux, des relevés bancaires pour le compte de la SCI Montclair Patrimoine. Je nettoie ce bureau 3 fois par semaine. Je vois des choses même quand je ne suis pas censé regarder. Fatima m'a regardé dans les yeux. Elle me traite comme si j'étais invisible, monsieur Marcel. Comme si j'étais un meuble qui nettoie et cuisine, mais qui ne voit pas et n'entend pas. Je crois qu'elle vous traite de la même façon,
Comme si on ne comptait pas parce qu'on n'est pas riche, pas blanc, pas assez important pour qu'on s'inquiète de nous. Fatima, si ça va plus loin, si j'ai besoin de prouver ce qu'ils ont fait, est-ce que vous seriez prête à dire à quelqu'un ce que vous avez vu? À l'écrire? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. La peur a traversé son visage. J'ai besoin de ce travail. J'envoie de l'argent à ma mère au Maroc. Ma fille est à l'université. Mais ce qu'ils font est mal. Si vous avez besoin de moi pour dire la vérité, je la dirai. Elle a mis la main dans sa poche et en a sorti une enveloppe pliée. J'ai fait une copie la semaine dernière. Quelque chose m'a dit que je devais le faire. C'est un relevé bancaire de la SCI Montclair Patrimoine. Elle l'a pressé dans ma main. Soyez prudent, monsieur Marcel. Madame Bénédicte n'aime pas quand les gens posent des questions. Georges m'a donné le nom de maître Sylvie Konaté, spécialiste en droit des personnes vulnérables. Il a dit qu'elle était la meilleure à Lyon pour des cas comme le mien. Son cabinet était dans un petit immeuble près du palais de justice. Pas de hall chic, juste une réception avec des meubles pratiques et des revues juridiques sur une table basse. Maître Konaté était une femme noire d'une 40aine d'années, avec des cheveux naturels tirés en chignon et des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle m'a serré la main fermement et m'a fait signe de m'asseoir en face de son bureau. Maître Durand m'a un peu parlé de votre situation. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai ouvert mon téléphone et je l'ai guidé à travers tout. Les photos de l'entrepôt, le chéquier du bureau de Thierry, l'enregistrement de notre conversation téléphonique, le relevé bancaire que Fatima m'avait donné. Elle a pris des notes pendant que je parlais, s'arrêtant de temps en temps pour poser des questions. Quand j'ai eu fini, elle s'est calée dans son fauteuil et a étudié ses notes pendant un long moment. C'est solide, monsieur Lefebvre, très solide. Ce que vous décrivez implique au moins 3 infractions. Abus de faiblesse selon le droit français, fraude fiscale pour de fausses déclarations de personnes à charge, et potentiellement faux et usage de faux si des documents ont été falsifiés avec votre signature. Je n'ai jamais rien signé. Aucun document fiduciaire, aucune autorisation de transfert, rien. Elle a levé les yeux brusquement. Jamais. Vous êtes absolument certain. Je m'en souviendrai si j'avais signé quelque chose comme ça. Alors nous devons découvrir si votre signature existe quelque part quand même. Parce que s'ils font circuler de l'argent sur des comptes et prétendent que c'est pour vos soins, il devrait y avoir de la paperasse. Des formulaires bancaires, des demandes d'ouverture de compte, quelque chose avec une signature dessus. Elle a pris d'autres notes. Voici ce qu'on fait ensuite. Premièrement, j'envoie des lettres de conservation à chaque institution financière qui pourrait être impliquée. Banque, société d'investissement, le cabinet d'expertise comptable, notification légale qu'ils ne peuvent pas détruire de documents vous concernant. Deuxièmement, on documente tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Date, conversation, montant. Troisièmement, on se prépare à rencontrer le procureur de la République. Le procureur, vous pensez que ça va aussi loin? Monsieur Lefebvre, votre fils et votre belle-fille commettent une fraude depuis des années, utilisant votre identité, volant l'État français. Ça va absolument aussi loin. Elle s'est penchée en avant. Mais j'ai besoin de vous poser une question difficile. Êtes-vous prêt pour ce qui va suivre? Ça va être laid. Ça va détruire votre relation avec votre fils. Êtes-vous préparé à ça? J'ai pensé aux semaines de 70 heures à 76 ans, aux lentilles en boîte et aux menaces sur les terrasses. J'ai travaillé 70 heures par semaine à 76 ans, juste pour survivre. Je suis prêt. Cette nuit-là, je suis rentré de ma vacation de sécurité à 6 heures du matin. Une enveloppe gisait sur le sol juste à l'intérieur de la porte de mon appartement, blanche, sans timbre, sans adresse de retour. Quelqu'un l'avait glissée sous la porte pendant que je travaillais. Je l'ai ramassée avec précaution et je l'ai ouverte. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec un message tapé à la machine. Arrêtez. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. Les affaires de famille restent privées. Ceci ne profite à personne. Reculez pendant qu'il est encore temps. Pas de signature, rien pour identifier qui l'avait envoyé. Mais je savais que le timing était trop parfait. Le lendemain de ma visite chez Thierry, le lendemain où j'avais pris ces photos, j'ai vérifié mon téléphone. 6h15 du matin. Je suis allé au tiroir de ma cuisine
et j'ai sorti un sachet plastique de congélation. J'ai glissé l'enveloppe et la lettre dedans sans les toucher plus que nécessaire. J'ai écrit la date et l'heure sur un morceau de scotch d'emballage et je l'ai collé sur le sachet. Puis j'ai appelé Maître Konaté. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix alerte malgré l'heure matinale. Ils ont laissé une menace sous ma porte. Lisez-la moi. Je l'ai fait. Elle est restée silencieuse un moment après que j'ai fini. Monsieur Lefebvre, c'est de l'intimidation de témoin. Techniquement, c'est aussi une preuve qui aide notre dossier. Ça montre une conscience de culpabilité. Les gens ne vous menacent pas pour que vous vous taisiez à moins de savoir qu'ils ont fait quelque chose de mal. Photographiez l'enveloppe, la lettre, tout. Notez exactement quand et où vous l'avez trouvée. Gardez-la dans ce sachet plastique. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Est-ce que je devrais avoir peur? Soyez conscient de votre environnement, mais ne les laissez pas vous effrayer jusqu'au silence. C'est exactement ce qu'ils veulent. On va accélérer maintenant. J'aurai ces lettres de conservation envoyées cet après-midi. Qu'après avoir raccroché, je me suis assis à ma table en regardant cette enveloppe dans sa pochette plastique. Quelqu'un pensait pouvoir effrayer un vieil homme pour qu'il abandonne. Ils avaient tort. Je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer tout. Les menaces, les preuves, les années de mensonges. À 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un compte sur Facebook. Anonyme. Pas de vrai nom, pas de photo, juste un profil vierge. J'ai intitulé le post « Le Père invisible ». J'ai écrit l'histoire d'un homme de 76 ans qui travaillait 70 heures par semaine sur 3 emplois. D'un fils qui se tenait devant des gens riches et prétendait donner à son père 3 000 € chaque mois. De manger des lentilles en boîte et conduire une voiture avec un chauffage cassé pendant que ce même fils vivait dans un hôtel particulier. De découvrir que tout était un mensonge, une représentation. Un moyen de paraître généreux et d'économiser sur les impôts. Je n'ai pas utilisé de nom, je n'en avais pas besoin. Les détails racontèrent l'histoire. J'ai appuyé sur « Publier » à 3h27 du matin et je suis allé me coucher. Quand je me suis réveillé à midi, mon téléphone vibrait de notifications. Le post avait été partagé 600 fois. La section commentaires se remplissait vite. Ma fille et son mari font ça. Ils disent à tout le monde qu'ils me soutiennent. Je vis de ma retraite minimum et du RSA. Mon fils me déclare sur ses impôts chaque année. Je ne vois jamais un centime. Je pensais que c'était comme ça que ça marchait. C'est arrivé à mon père. On ne l'a découvert qu'après sa mort quand on a vu les déclarations d'impôts. Il a vécu dans la pauvreté pendant que mon frère réclamait des milliers en déduction. La plupart des commentaires venaient de personnes âgées antillaises ou africaines. Des gens à qui on avait appris à ne pas faire de vagues, à ne pas questionner leurs enfants, à ne pas créer de problèmes pour la famille qui avait réussi. Puis un commentaire m'a arrêté net. Ça ressemble exactement à Bénédicte Monclerc du 16e. Elle a arnaqué mon père à Marseille il y a 10 ans. Schéma différent mais même mode opératoire. Elle a pris 75 000 € de son restaurant. Elle se disait conseillère financière. Quand il a demandé des comptes, elle a disparu. On n'a jamais porté plainte parce qu'il avait trop honte. Si c'est la même femme et qu'elle a épousé un promoteur immobilier lyonnais, ton fils pourrait s'appeler Thierry. J'ai fait une capture d'écran du commentaire immédiatement et je l'ai envoyé à Maître Konaté avec un seul message. Il y a une autre victime. Elle m'a appelé 5 minutes plus tard. Ça change tout. On n'a pas juste affaire à la fraude d'une famille. On a affaire à une prédatrice. Mon téléphone a sonné à 7h du matin. Thierry. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, mon doigt déjà sur le bouton enregistré. Papa, mais qu'est-ce que t'as fait? Bonjour Thierry. Me dis pas bonjour. Des gens m'envoient des liens vers un post Facebook sur un père qui travaille 70 heures par semaine pendant que son fils prétend le soutenir. C'est toi? T'as écrit ça? C'est vrai ou pas? C'est pas la question. Tu me fais honte. Mes investisseurs posent des questions. Mes partenaires d'affaires veulent savoir si je suis le fils de cette histoire. T'as idée de ce que ça pourrait faire à ma réputation, à mon business? Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. J'ai travaillé pendant des années pour construire ma crédibilité dans cette ville. Des années. Et tu vas tout détruire avec un post Facebook anonyme
Parce que t'es confus sur des arrangements financiers que tu comprends pas? Je comprends que je travaille 70 heures par semaine à 76 ans. Je comprends que mon compte en banque a 127 euros. Je comprends la différence entre ce que tu dis aux gens et ce qui est vraiment vrai. Sa voix s'est abaissée, est devenue plus froide. Papa, si tu continues comme ça, je n'aurai pas le choix. Je vais devoir faire évaluer ta capacité par un médecin, te faire déclarer mentalement incapable, pour ta propre protection, bien sûr. Quelqu'un qui fait des accusations folles comme ça, qui poste des choses en ligne, clairement ne pense pas correctement. Un juge comprendrait ça. La capacité. Le terme juridique pour priver quelqu'un de son droit à prendre des décisions, à contrôler son propre argent, sa propre vie. Je suis parfaitement capable, Thierry. Mon esprit fonctionne très bien et j'en ai fini d'être ton alibi. J'en ai fini d'être l'accessoire que tu utilises pour avoir l'air d'un bon fils pendant que je me tue au travail. Tu fais une énorme erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de rester silencieux si longtemps. J'ai raccroché, sauvegardé l'enregistrement, l'ai ajouté au dossier qui s'épaississait chaque jour. Mon téléphone a vibré immédiatement. SMS d'un numéro inconnu. C'est pas fini. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. L'email est arrivé 2 jours après que mon post Facebook soit devenu viral. L'objet disait « Je sais qui est ta belle-fille ». L'expéditeur était Abdoulaye Diallo, 70 ans, ancien instituteur qui avait ouvert un restaurant de cuisine africaine à Marseille avec ses économies de retraite. « Monsieur Lefebvre, j'ai lu votre post et je crois connaître la femme impliquée. En 2012, une conseillère financière nommée Bénédicte Monclerc m'a approché au sujet de mon restaurant. Elle disait pouvoir m'aider à m'agrandir, à mieux gérer mon argent, à augmenter mes profits. Elle avait des diplômes. Ses références venaient d'une famille bourgeoise parisienne avec des connexions impressionnantes. Je lui ai fait confiance. Je lui ai donné accès à mes comptes professionnels. Elle m'a convaincu d'investir 75 000 euros dans sa société de gestion pour ce qu'elle appelait une restructuration financière stratégique. Elle disait que ça triplerait mon argent en 2 ans. 6 mois plus tard, quand j'ai demandé un compte-rendu de où était passé mon argent, elle a arrêté de répondre à mes appels. La société de gestion n'était qu'une coquille vide. L'adresse professionnelle n'était qu'un service de domiciliation. Mes 75 000 euros avaient disparu. Je n'ai jamais porté plainte. J'avais honte. Monsieur Diallo, un Sénégalais de 60 ans qui avait réussi, qui avait enseigné pendant 30 ans, arnaqué par une jeune femme blanche avec un joli sourire et des mots compliqués. Je pensais que les gens diraient que j'aurais dû le savoir, que j'étais stupide, que je l'avais mérité. Mais j'ai vécu avec cette honte pendant 10 ans. Quand j'ai vu votre post et les commentaires d'autres personnes, j'ai réalisé que la honte est exactement ce qui fait que ça continue. Si votre belle-fille est Bénédicte Monclerc du 16e arrondissement et qu'elle a épousé un promoteur immobilier lyonnais, alors elle continue. Elle a juste trouvé un nouveau système, une nouvelle victime. Je suis prêt à parler aux autorités, à témoigner ce dont vous avez besoin. J'ai transféré l'email à Maître Konaté immédiatement. Elle a appelé en quelques minutes. Marcel, ça établit un schéma. Bénédicte n'est pas juste complice dans le stratagème de votre fils. Elle a apporté l'expertise. On doit agir vite. Maître Konaté a agi rapidement. Dans l'après-midi, des notifications légales sont parties vers chaque institution qui pourrait avoir des documents. À la société de promotion immobilière de Thierry, conservez tous les documents financiers, documents fiscaux et correspondances relatifs à Marcel Lefebvre ou tout arrangement de soutien de personnes à charge. À BNP Paribas, Crédit Lyonnais et 3 banques régionales. Conservez tous les documents de compte, cartes de signature et historique de transactions pour tous les comptes liés à Marcel Lefebvre, Thierry Lefebvre, Bénédicte Lefebvre ou SCI Monclerc Patrimoine. Au cabinet d'expertise comptable dont j'avais trouvé la lettre dans la poubelle. Conservez toutes les communications, déclarations fiscales et documents de planification relatifs à la famille Lefebvre. À l'adresse enregistrée de Monclerc Patrimoine. Notification légale que tous les documents doivent être conservés en attente d'enquête. Chaque lettre portait le même avertissement. La destruction de documents pendant une enquête judiciaire constitue une entrave à la justice. Délit pénal.
Maître Konaté m'a appelé ce soir-là. L'avocat de Thierry a déjà répondu. Il a qualifié ça de harcèlement, dit qu'on se livre à une pêche aux preuves basée sur la confusion d'un homme âgé et des accusations délirantes. Qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai dit qu'on a des preuves documentaires, des conversations enregistrées, des témoignages, des photos de chèques et des communications internes. Je lui ai dit qu'on est prêt à tout porter au bureau du procureur de la République. Je lui ai dit que s'il trouve que les lettres de conservation sont du harcèlement, il devrait attendre que les citations à comparaître commencent à arriver. Et il m'a raccroché au nez, ce qui me dit qu'ils sont très inquiets. Mon téléphone a vibré. SMS de Thierry. « Papa, s'il te plaît, parlons avant que ça empire. On peut régler ça. » J'ai montré le message à Maître Konaté. « Ne répondez pas, a-t-elle dit. Tout passe par moi maintenant. » 3 semaines plus tard, une invitation est arrivée dans ma boîte aux lettres. Thierry organisait un autre dîner d'investisseurs, plus petit cette fois, 50 personnes au lieu de 200. Le mot était écrit à la main sur du papier à lettres coûteux. « Papa, je sais que les choses ont été tendues entre nous. S'il te plaît, viens à ce dîner. Montrons à tout le monde qu'on est toujours une famille. On peut surmonter nos malentendus ensemble. » Bénédicte pensait probablement que je ne viendrais pas. Que la honte me garderait à l'écart. Qu'un vieil homme n'oserait pas confronter son fils en public 2 fois. Elle avait tort. Je suis arrivé tôt. J'ai porté le même costume emprunté. Les manches tombaient toujours trop bas. J'ai pris un siège près du fond, proche des portes de la cuisine, où les serveurs entraient et sortaient. Principalement des travailleurs noirs et maghrébins. Des gens qui comprenaient ce que les semaines de 70 heures représentaient. Thierry a fait son discours. A parlé d'intégrité dans les affaires, de l'importance des valeurs familiales, de construire un héritage de responsabilité et de soins pour ceux qui nous ont précédés. Il n'a pas mentionné 3 000 € cette fois, ne m'a pas mentionné par mon nom. Il a juste parlé en termes vagues d'obligations familiales et de responsabilités générationnelles. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol. La salle est devenue silencieuse. « Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose ?» Le visage de Thierry est devenu livide. « Papa, ce n'est vraiment pas le moment approprié. »« Je pense que si. Tu viens de parler de prendre soin de la famille. J'aimerais clarifier exactement à quoi ça ressemble. » J'ai regardé les serveurs debout contre le mur. D'abord, je veux remercier les personnes qui travaillent ce soir. Mamadou, Karim, Aïcha, Fatou. Vous êtes là à travailler pour que des gens comme nous puissent profiter d'un repas. Je vous vois. Je sais ce que ce travail coûte parce que je le fais aussi. Puis je me suis tourné pour faire face aux investisseurs et partenaires d'affaires qui remplissèrent la salle. Je m'appelle Marcel Lefebvre. Je suis le père de Thierry, j'ai 76 ans. Je travaille 70 heures par semaine, 35 heures comme agent de sécurité, 25 heures à nettoyer des sols d'entrepôt, 10 heures à la caisse chez Lidl. Les murmures ont commencé. Quelqu'un près de l'entrée s'est agité sur sa chaise. Il y a 6 mois, à une soirée très semblable à celle-ci, mon fils s'est tenu devant 200 personnes et leur a dit qu'il me donnait 3 000 € par mois, qu'il me soutenait, qu'il prenait soin de moi dans mes vieux jours. Thierry s'est levé. « Papa, s'il te plaît, arrête. Je conduis une Peugeot 206 de 2003 avec 240 000 km au compteur. Le chauffage n'a pas fonctionné depuis 2 hivers. La semaine dernière, j'ai mangé des lentilles en boîte au dîner 4 soirs d'affilée parce que c'est tout ce que je pouvais me permettre. Ce matin, mon compte en banque avait 156 € dessus. Une femme noire plus âgée au premier rang s'est penchée en avant, sa voix a percé les murmures. « Thierry, c'est vrai? C'est compliqué. Mon père ne comprend pas les structures financières qu'on a mises en place. Je comprends que j'ai des photos, ai-je dit. Des chèques mensuels de 3 000 €, chacun libellé à l'ordre de SCI Montclair Patrimoine, la société de ma belle-fille. Pas un seul centime ne m'a jamais atteint. » La salle a explosé. Des voix se chevauchaient. Quelqu'un a dit qu'il avait lu quelque chose là-dessus sur Internet. Quelqu'un d'autre sortait déjà son téléphone. Bénédicte s'est levée, le visage rigide. C'est complètement inapproprié. Il est confus. Il ne comprend pas comment fonctionnent les fiducies et la planification successorale. Je l'ai regardé directement. J'ai gardé ma voix calme.
Madame, j'ai peut-être 76 ans. Mais la confusion et le vol sont des choses très différentes. J'invite quiconque dans cette salle qui croit que j'ai reçu 3 000 € par mois à me retrouver à ma banque demain matin. On peut regarder les relevés ensemble. On peut voir exactement où cet argent est allé. Un homme au fond a levé son téléphone. J'ai vu la lumière rouge. Il enregistrait. « Tu te ridiculises », a dit Thierry, sa voix tremblant. « Non. Je dis la vérité, enfin. » Un investisseur s'est levé, puis un autre. Une femme s'est approchée de moi. « Monsieur Lefebvre, j'aimerais vous parler après. J'ai des questions sur les finances de mes propres parents âgés. » Un autre homme m'a tendu sa carte. « Je suis avocat pénaliste. Si vous avez besoin d'être représenté, appelez-moi. Sans frais. » Thierry et Bénédicte sont sortis par la porte de côté rapidement, sans regarder en arrière, sans dire au revoir à personne. 3 autres personnes sont venues me voir après, ont offert leur aide, partagé leurs propres histoires. Un comptable a dit qu'il avait soupçonné ce genre de fraude dans d'autres familles. Un homme de mon âge, aux cheveux gris, a dit que sa fille faisait quelque chose de similaire. « Je pensais que j'étais le seul », a-t-il dit doucement. « Vous n'êtes pas seul, lui ai-je dit. Aucun de nous ne l'est. La vidéo a explosé pendant la nuit. Le matin, 80 000 vues. À midi, 150 000. Le Progrès l'a mise en une. Un père âgé confronte son fils sur une supposée maltraitance financière lors d'un dîner d'investisseurs. Les chaînes de télé locales l'ont reprise pour leurs journaux du soir. Le clip vidéo passait en boucle. Mon visage, mes mots, l'expression livide de Thierry alors qu'il partait. Mais ce sont les sections commentaires qui racontaient une histoire plus compliquée. Remarquez le schéma ici. Belle-fille blanche de la grande bourgeoisie, beau-père noir antillais. Elle prend le contrôle des finances et soudain les membres noirs de la famille sont effacés. C'est ce qui arrive dans les mariages mixtes quand la vieille bourgeoisie rencontre les nouveaux riches. Le conjoint blanc apporte les connexions et la famille noire devient jetable. Mon oncle a épousé une femme blanche d'une famille aisée. En 5 ans, sa mère était dans un EHPAD public et personne ne pouvait lui rendre visite sans la permission de l'épouse. Je vois un schéma ici. Mais d'autres ont répondu vivement. C'est pas une question de race, c'est une question de cupidité. Plein de familles de même origine font ça à leurs parents âgés. Ma belle-mère blanche a volé la grand-mère blanche de mon mari pendant des années. On peut se concentrer sur le vrai crime ici plutôt que de tout ramener à la race. Un homme âgé se fait voler, c'est ça qui compte. Je suis blanc et l'épouse blanche de mon fils a fait exactement ça à mon père. La maltraitance financière n'a pas de couleur de peau. La discussion a spiralé dans des dizaines de directions. Certaines personnes voyaient des dynamiques raciales, d'autres voyaient de la pure cupidité. Tout le monde avait une opinion. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste des chaînes locales, producteur de chaînes d'infos nationales. Un podcast sur les crimes financiers, quelqu'un d'une série documentaire. Maître Konaté m'a dit de tout refuser. On ne plaide pas cette affaire dans les médias. On construit les preuves et on les amène au procureur. Une fois les charges déposées, là vous pourrez parler publiquement si vous voulez. Pas avant. Mais les emails continuaient d'arriver. Un a attiré mon attention. Monsieur Lefebvre, je m'appelle Aminata Diarra. J'habite à Bordeaux. Mon père est noir, originaire du Mali. Ma belle-mère est blanche, d'une famille bourgeoise de Bordeaux. Elle a épousé mon père il y a 5 ans. En 2 ans, ses comptes étaient vides. Elle prétend qu'elle gère tout pour son bien. Il n'a plus rien. On ne l'a découvert que quand il a eu un AVC et qu'on a essayé de payer ses frais médicaux. Tout avait disparu, transféré dans sa fiducie familiale à elle. Son nom apparaît sur des documents fiscaux prétendant qu'il reçoit un soutien. Il vit du minimum vieillesse. J'ai peur de la confronter. Mon père a peur, mais votre histoire m'a donné de l'espoir. Pouvez-vous m'aider? Je l'ai transférée à Maître Konaté. Elle a appelé immédiatement. Marcel, combien d'autres personnes vivent ça en ce moment? Combien ont trop peur pour parler? Mon post Facebook avait atteint 2000 commentaires. Des gens partagèrent des histoires, posèrent des questions, formèrent des connexions. Quelqu'un avait créé un groupe Facebook. Victime de maltraitance financière des aînés. En une semaine, 300 membres. Un groupe de soutien se formait.
construit sur les fondations d'un vieil homme qui avait refusé de rester silencieux. Le coup à la porte est venu à 6h17 du matin. Fort, officiel. Le genre de coup qui vous réveille, avec le cœur déjà emballé. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 gendarmes en costume sombre, badge accroché à leur ceinture. Monsieur Marcel Lefebvre. Oui, nous exécutons des mandats de perquisition ce matin. Pas ici, chez vous, au bureau et au domicile de votre fils. Nous voulions vous informer par courtoisie puisque vous êtes le plaignant dans cette affaire. Ma bouche s'est asséchée. Quand? En ce moment. Des équipes sont sur les 2 sites alors que nous parlons. Nous avons aussi des commissions rogatoires pour les relevés bancaires de plusieurs institutions. Cette enquête avance, monsieur. Après leur départ, je me suis assis à ma table de cuisine, les mains tremblantes, le téléphone silencieux, attendant. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. SMS de Fatima. Ils sont là. Beaucoup de personnes en uniforme prennent des cartons du bureau de monsieur Thierry. Madame Bénédicte est très en colère. Ils m'ont dit que je n'ai pas besoin de parler maintenant. Ils m'ont donné une carte avec un numéro. J'ai répondu, « Vous êtes en sécurité ?» Sa réponse est venue rapidement. « Oui, ils sont professionnels, polis. » À 9h, mon téléphone a commencé à sonner. Georges, maître Konaté, Monique de Lidl demandant si j'avais vu les infos. J'ai allumé la télé. France 3 Régions avait une équipe de tournage devant l'immeuble de bureau de Thierry. Le bandeau en bas de l'écran disait « Des gendarmes exécutent un mandat de perquisition chez un promoteur immobilier lyonnais. » Une journaliste se tenait sur le trottoir. Des sources nous indiquent que ceci est lié à des allégations de maltraitance financière de personnes âgées et de fraude fiscale. Les enquêteurs sont à l'intérieur depuis plus de 2 heures, retirant des cartons de documents financiers et du matériel informatique. La vidéo montrait des gendarmes en coupe-vent portant des cartons d'archives vers des véhicules banalisés. Thierry se tenait en arrière-plan avec son avocat, tous deux regardant. Le visage de Thierry paraissait vide. À midi, son avocat avait publié un communiqué de presse. Il s'agit d'un abus de pouvoir judiciaire et de harcèlement d'un homme d'affaires qui a réussi. Mon client a pleinement coopéré avec toutes les demandes et maintient son innocence totale. Ces allégations proviennent de malentendus familiaux exploités par des enquêteurs zélés en quête de publicité. Maître Konaté a appelé. Ne répondez à rien. Ne parlez pas aux journalistes. Laissez-les raconter l'histoire qu'ils veulent. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, les experts comptables judiciaires passent tout ce qu'ils ont saisi au peigne fin. Ils construisent un dossier en béton. Ensuite, on va devant le juge d'instruction. J'ai passé le reste de la journée au travail, à mettre en rayon, à faire comme si de rien n'était. Mais chaque client qui passait à ma caisse, je me demandais s'il avait vu les infos, s'il savait qui j'étais. Maître Konaté a appelé 3 jours après l'exécution des mandats de perquisition. Sa voix portait un tranchant que je n'avais pas entendu avant, de l'excitation mêlée de colère. « Marcel, ils l'ont trouvé. La preuve irréfutable. » Enfin, trouvé quoi? Votre signature sur un formulaire d'autorisation bancaire daté du 15 mars 2019. Il établit un système de virement automatique d'un compte intitulé Fiducie Soins ML vers SCI Montclair Patrimoine. 3 000 € mensuels. Votre signature est juste là en bas, autorisant tout. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai jamais signé ça. Je n'ai même jamais vu ce formulaire. Je sais, parce que c'est un faux, et on peut le prouver. Elle a expliqué ce que les enquêteurs légistes avaient découvert. Le document avait ma signature en bas, Marcel Lefebvre, dans une écriture qui ressemblait à la mienne. Mais quand les analystes l'ont comparé à mes vraies signatures sur des dizaines d'autres documents, ils ont trouvé une différence cruciale. Vous levez votre stylo quand vous écrivez la dernière lettre de Lefebvre, le E, vous le faites toujours. C'est constant sur chaque signature légitime que nous avons de vous remontant à 20 ans. Renouvellement de permis de conduire, document de la poste, ouverture de compte bancaire. Chacune montre cette levée de stylo. Et celle qui est falsifiée ne le montre pas. Exactement. Celui qui a copié votre signature ne connaissait pas cette habitude. Il l'a écrite en un seul mouvement continu. Comment savez-vous que je ne l'ai pas juste signé différemment cette fois-là? À cause de la vidéo de surveillance bancaire,
Le formulaire était censé être signé dans une agence BNP Paribas le 15 mars 2019 à 14h47. Les caméras de sécurité montrent une femme entrant dans la banque avec un homme à 14h35. Ils sont escortés vers une salle de signature privée. 12 minutes plus tard, ils sortent avec un dossier. Bénédicte? Oui, et l'homme avec elle a été identifié comme Éric Vasseur. C'est un faux clerc de notaire avec une condamnation antérieure pour faux et usage de faux. Le tampon de notaire sur votre formulaire d'autorisation lui appartient. Maître Konaté a fait une pause. Et Marcel, on a récupéré vos relevés d'emploi. Vous étiez à votre vacation à l'entrepôt ce jour-là, pointé à 14h30, à 15 km de cette banque. Vous ne pouviez physiquement pas être aux deux endroits. Je me suis assis. Mes jambes ne me portaient plus. Ce n'est plus juste de la fraude fiscale, c'est de l'usurpation d'identité, du faux et usage de faux. Ce sont des délits pénaux graves avec de vraies peines de prison. Et Thierry, il sait ce qu'elle a fait? Les emails qu'on a récupérés suggèrent qu'il savait exactement ce qui se passait. Il y a des messages entre eux discutant de la signature. Quand la faire, quelle agence utiliser? Au cours de la semaine suivante, les retombées se sont accélérées. 3 des principaux investisseurs de Thierry ont retiré leurs fonds. 2 partenaires d'affaires ont publiquement pris leur distance avec sa société. Le Lyon Capital a publié un article « Un promoteur fait face à une enquête pénale. Exode des investisseurs. » L'empire de Thierry s'effondrait. Et tout ça construit sur mon nom falsifié. Le bureau du procureur de la République de Lyon se trouvait au centre-ville, dans un bâtiment qui faisait ressembler mon appartement à un placard à balai. Poste de contrôle de sécurité, portique de détection de métaux, gens en costume se déplaçant avec détermination. Maître Konaté m'a retrouvé dans le hall. Madame Belkacem est coriace. Elle a construit sa carrière en poursuivant la criminalité en col blanc et la fraude financière. Elle ne perd pas souvent. Dites-lui juste la vérité. Le bureau de Madame la procureure était plus petit que je ne m'y attendais. Organisé, pas d'encombrement. Elle s'est levée quand on est entré. Femme d'une quarantaine d'années, cheveux noirs tirés en arrière serrés. Sa poignée de main était ferme. « Monsieur Lefebvre, merci d'être venu. » Elle a fait signe vers des chaises en face de son bureau. « J'ai examiné tout ce que votre avocate m'a fourni. Laissez-moi vous présenter ce que nous avons. » Elle a ouvert un épais dossier. La signature falsifiée avec la vidéo bancaire montrant votre belle-fille, pas vous. Les images de surveillance horodatées pendant que vous travailliez à 15 km. Des chèques mensuels totalisant 144 000 € à SCI Montclair Patrimoine. Des déclarations d'impôts vous déclarant comme personne à charge. Des conversations téléphoniques enregistrées où votre fils suggère que vous êtes mentalement confus. Elle a sorti un email imprimé. On a aussi trouvé ça dans les documents saisis au bureau, de Bénédicte à Thierry, datés d'il y a 2 ans. Elle l'a fait glisser sur le bureau, je l'ai lu. Ton père sert enfin à quelque chose. Continue juste à garder l'histoire cohérente et à le faire taire. Les vieux Antillais de sa génération ne remettent pas en question l'autorité des Blancs. On ne risque rien. Les mots m'ont fait l'effet d'un coup physique. Madame Belkacem m'a laissé un moment avec ça. Puis elle a continué. Ce qu'on regarde ici implique au moins 3 chefs d'accusation. Abus de faiblesse selon le droit français. Fraude fiscale pour de fausses déclarations de personnes à charge. Usurpation d'identité pour la signature falsifiée. Escroquerie en bande organisée pour les transferts électroniques de fonds volés. Et association de malfaiteurs parce qu'ils l'ont planifié ensemble sur plusieurs années. De combien de prisons on parle? S'ils sont reconnus coupables sur tous les chefs, votre fils pourrait faire face à 10 à 15 ans. Bénédicte, potentiellement plus à cause de la victime de Marseille et du schéma établi de comportement prédateur. Elle s'est penchée en avant. Mais avant de continuer, j'ai besoin de vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de cette procédure? J'ai pensé à Fatima qui risquait son emploi, à Abdoulaye Diallo portant la honte pendant 10 ans, à toutes les personnes qui m'avaient écrit en disant qu'elles pensaient être seules. Je veux que la vérité soit consignée. Pas juste pour moi, pour tous ceux à qui c'est arrivé, chaque parent dont l'enfant s'est servi d'eux,
chaque personne âgée à qui on a dit qu'elle était confuse alors qu'elle se faisait voler. Madame Belkacem a hoché la tête lentement. Alors mettons ça au dossier. Le juge d'instruction entame ses investigations dans 2 semaines. Je n'étais pas autorisé dans le bureau du juge d'instruction. Maître Konaté m'a expliqué que les juges d'instruction mènent leurs investigations sans la défense présente. Pas de contre-interrogatoire, juste des témoins et des documents construisant un dossier pièce par pièce. J'ai attendu dans une salle de conférence au bout du couloir avec Georges. On a bu du mauvais café d'un distributeur et on a regardé l'horloge. Des heures ont passé. Mon téléphone est resté silencieux. Le premier témoin était un directeur d'agence de BNP Paribas. Il a témoigné qu'il n'y avait aucune trace de Marcel Lefebvre ayant jamais visité l'agence où le formulaire d'autorisation était censé avoir été signé. Pas de rendez-vous programmé, pas de registre des visiteurs, rien. Puis, ils ont passé la vidéo de surveillance. Montré Bénédicte et Éric Vasseur entrant à 14h35, montré qu'ils allaient dans la salle de signature privée, montré qu'ils sortaient 12 minutes plus tard avec un dossier. Puis ils ont présenté ma fiche de pointage de l'entrepôt. Même date, même heure, pointé à 14h30, adresse à 15 km de cette agence bancaire, physiquement impossible d'être aux 2 endroits. Un halètement a parcouru la salle d'audience. 3 des assesseurs se sont penchés en avant. Un a secoué la tête lentement. Fatima a témoigné ensuite. Maître Konaté avait passé des heures à la préparer, s'assurant qu'elle se concentre sur les faits plutôt que sur les sentiments, s'assurant que sa déclaration soit claire et inébranlable. Elle a décrit 3 ans à regarder Bénédicte faire des chèques mensuels à SCI Montclair Patrimoine, les classant dans des dossiers marqués de mon nom, mais les envoyant à une boîte postale. Elle a décrit avoir entendu des disputes entre Thierry et Bénédicte sur le fait de me garder tranquille jusqu'après la période fiscale. Puis elle a cité Bénédicte directement. Des mots que Fatima avait écrits dans son journal personnel la nuit où elle les avait entendus. Les vieux Antillais ne font pas de vagues. La société leur a appris à ne pas questionner les Blancs en position d'autorité. On est tranquille tant que M. Marcel reste silencieux. La salle est restée complètement immobile après que Fatima a dit ces mots. Plusieurs personnes présentes se sont penchées en avant. Une a écrit furieusement dans son carnet. La voix de Fatima s'est brisée quand elle a parlé d'avoir besoin de son emploi, d'avoir peur, mais de savoir que c'était mal. Elle a pleuré sur le banc. Madame Belkacem l'a laissé prendre son temps. Quand Fatima a eu fini, elle avait son journal avec elle. Des entrées datées d'il y a 2 ans. Documentation contemporaine. Exactement ce dont les procureurs avaient besoin. Abdoulaye Diallo est venu de Marseille en avion. 70 ans maintenant, cheveux gris, voix posée malgré une nervosité évidente. Il a raconté son histoire. Comment Bénédicte l'avait approché en 2012, se présentant comme conseillère financière. Ses diplômes, ses promesses, les 75 000 € qui avaient disparu. Comment il avait eu trop honte pour signaler. Pourquoi cette honte a demandé Madame Belkacem. Parce que je suis un vieil homme noir sénégalais qui a enseigné pendant 30 ans, et une jeune femme blanche avec un sourire m'a tout pris. Les gens auraient dit que j'aurais dû le savoir, que j'étais stupide, que je le méritais. Le schéma était établi. Bénédicte avait ciblé des victimes âgées vulnérables avant même de rencontrer Thierry. Ce n'était pas une erreur ponctuelle, c'était ce qu'elle était. L'expert comptable judiciaire était une femme nommée Dr Catherine Morel. Elle avait analysé des crimes financiers pour la brigade financière pendant 15 ans avant de passer consultant privé. Elle a guidé l'Assemblée à travers chaque euro avec une précision chirurgicale. Sur 48 mois, des chèques totalisant 144 000 € ont été émis. 3 000 € mensuels de la société de promotion immobilière, Lefebvre à SCI Montclair Patrimoine. Elle a affiché des graphiques sur les écrans montés dans toute la salle d'audience, des lignes claires montrant l'argent circulant dans une seule direction, loin des comptes professionnels de Thierry vers le contrôle de Bénédicte. Sur ces 144 000, environ 96 000 ont été transférés vers des comptes personnels au nom de Bénédicte Lefebvre. Les 48 000 restants ont été retirés en espèces ou utilisés pour des achats de luxe documentés sur des relevés de cartes de crédit. Elle a fait défiler les reçus. 12 000 € pour un voyage de 2 semaines en Italie,
8 000 € de bijoux chez Cartier, 5 000 € dans un spa de luxe à Megève, 3 500 € à une vente aux enchères de vin en Bourgogne. Combien de cet argent a atteint Marcel Lefebvre a demandé Madame Belkacem. 0. Docteur Morel a montré mes relevés bancaires sur l'écran. Mois après mois, jamais plus de 200 €, souvent moins de 150. Achats alimentaires dans des magasins discount, paiement de services publics, loyer, rien de superflu. Pas de vacances, pas de bijoux, pas de cure thermale. C'est un homme qui travaillait 70 heures par semaine à 76 ans. Ces relevés montrent la réalité financière de quelqu'un qui survit, pas de quelqu'un qui reçoit 3 000 € par mois. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis levé lentement. Mes jambes semblaient peu sûres, mais j'ai atteint la barre des témoins. J'ai posé ma main sur le document. J'ai juré de dire la vérité. Madame Belkacem s'est approchée avec une expression douce. « Monsieur Lefebvre, dites-nous s'il vous plaît quel âge vous avez. » « J'ai 76 ans. »« Combien d'heures par semaine travaillez-vous » ?« 70 heures. »« 35 heures comme agent de sécurité de nuit. 25 heures à nettoyer des sols d'entrepôt. 10 heures à la caisse chez Lidl. » À 76 ans, pourquoi travaillez-vous 70 heures par semaine ? Parce que je dois manger. Je dois payer le loyer. Je dois garder les lumières allumées. Je n'ai pas le choix. Elle a montré mes relevés bancaires sur l'écran, mois après mois, jamais plus de 200 €. On pouvait voir chaque achat au supermarché discount, chaque paiement de facture, chaque plein d'essence. Parlez-nous de la soirée de Noël où votre fils a fait son annonce. J'ai décrit cette nuit-là. Le costume emprunté, debout dans une salle pleine de gens riches. La voix de Thierry disant qu'il me donnait 3 000 € par mois. Les applaudissements. Les yeux de Bénédicte me regardant de l'autre côté de la salle comme si j'étais un problème à contenir. Puis Madame Belkacem a posé la question que j'avais redoutée. « Monsieur Lefebvre, aimez-vous votre fils ?» Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé Thierry assis au banc de la Défense. Il pleurait. J'ai pris une longue inspiration. Oui. Les mots sont sortis rauques. Des larmes coulaient sur mon visage. Je l'ai élevé seul après que sa mère est morte d'un cancer quand il avait 8 ans. J'ai fait des doubles vacations à la poste, pris des emplois le week-end, manqué ses spectacles d'école et ses matchs de basket parce que je travaillais juste pour nous garder nourris et logés. Je me suis assuré qu'il puisse aller à l'université. J'étais si fier quand il a été diplômé. Ma voix s'est brisée. Il m'a promis que quand il réussirait, il prendrait soin de moi. Il a dit que je n'aurais plus jamais à me tuer au travail. « Alors, pourquoi êtes-vous là ?» J'ai essuyé mes yeux, j'ai regardé les personnes présentes. Parce que l'amour ne signifie pas accepter le vol. L'amour ne signifie pas laisser quelqu'un utiliser votre nom pour commettre des délits. Il a utilisé mon nom comme un outil, comme si je ne comptais pas, comme si j'étais invisible. Et j'ai refusé d'être invisible plus longtemps. 3 personnes dans l'assistance pleuraient ouvertement. 2 autres avaient les mâchoires serrées. L'avocat de Thierry s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il a essayé de suggérer que j'étais confus, qu'à mon âge, les arrangements financiers pouvaient être difficiles à comprendre, que peut-être j'avais signé des documents dont je ne me souvenais pas. « Monsieur Lefebvre, n'est-il pas possible que vous ayez simplement oublié ?» Je l'ai regardé directement. « Monsieur, je pourrais oublier où j'ai garé ma voiture. Je pourrais oublier ce que j'ai mangé au petit déjeuner. » Je n'oublie pas 4 ans de relevés bancaires, montrant que je n'ai jamais reçu un seul centime. Je n'oublie pas travailler 70 heures par semaine, à 76 ans, pendant que mon fils vivait dans un hôtel particulier et disait aux gens qu'il me soutenait. Mais des structures financières compliquées. Ce n'est pas si compliqué que ça. L'argent matin ou pas. Mon compte en banque dit la vérité chaque mois. 0 de mon fils. L'avocat a essayé quelques autres angles. Rien n'a tenu. Les preuves étaient trop claires, le contraste trop frappant. Quand je suis descendu, mes mains tremblaient, mais j'avais dit la vérité, toute la vérité. J'avais été invisible trop longtemps. Plus maintenant. Bénédicte a témoigné dans le cadre de son accord de coopération limitée. Elle portait un tailleur bleu marine conservateur et un minimum de bijoux. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air d'essayer de paraître humble. Madame Belkacem l'a guidée à travers les faits de base. Bénédicte a admis avoir reçu les chèques,
admis avoir aidé à monter SCI Montclair Patrimoine, admis savoir que l'argent ne m'atteignait jamais. Mais elle a essayé de se présenter comme un acteur secondaire, une épouse qui faisait confiance à son mari. Thierry m'a expliqué que c'était de l'optimisation fiscale. Il a dit que son père avait accepté l'arrangement à des fins patrimoniales. Il a dit que c'était courant dans les familles aisées. Je me suis fié à son expertise. Vous n'avez jamais questionné? J'avais confiance en mon mari. C'est un homme d'affaires qui a réussi. J'ai supposé qu'il savait ce qu'il faisait. Madame Belkacem a hoché la tête lentement, a laissé Bénédicte construire son histoire, a laissé l'Assemblée l'avoir essayé de rejeter toute la faute sur Thierry, puis elle est passée à l'attaque. Madame Lefebvre, permettez-moi de vous montrer un email que vous avez envoyé à une amie de Sciences Po en 2017. L'email est apparu sur les écrans de la salle d'audience. Le visage de Bénédicte est devenu livide. Veuillez le lire pour l'Assemblée. La voix de Bénédicte était à peine un murmure. C'est génial. Le vieux travaille au SMIC pendant qu'on déclare 36 000 € par an en déduction. Il ne vérifiera jamais les papiers. Mon père a toujours dit que les Antillais de sa génération ne questionnent pas l'autorité des Blancs. On ne risque rien. La salle a explosé. Les voix se chevauchaient. Quelqu'un dans la galerie a dit « Mon Dieu, assez fort pour que tout le monde entende ». Le juge a frappé son marteau 3 fois. Silence. J'exige le silence dans cette salle. 2 des assesseurs avaient de l'air dégoûtés. Un a secoué la tête lentement. Une femme noire âgée parmi les assesseurs a croisé les bras sur sa poitrine. Un autre email. Celui-ci à votre mère. Mars 2019. Vos mots exacts. Bénédicte a fermé les yeux. Le père de Thierry sert enfin à quelque chose. Financer notre train de vie pendant qu'il vit dans la misère, l'ironie est vraiment délicieuse. Encore un SMS à Thierry, mars 2019. Fais faire la signature cette semaine. Utilise Eric. Le vieux ne verra pas la différence entre un vrai clerc de notaire et un faux. Même le propre avocat de Bénédicte avait l'air choqué. Ces emails spécifiques n'étaient pas dans le dossier qu'il avait examiné. Madame Belkacem les avait gardés stratégiquement en réserve. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui faisait innocemment confiance à son mari, Madame Lefebvre? C'était sorti de son contexte. Je me défoulais. Je ne pensais pas... Vous avez ciblé des victimes âgées avant même de rencontrer Thierry Lefebvre. Abdoulaye Diallo a témoigné de Marseille. Nous avons des emails montrant que vous aviez prévu de l'escroquer des mois avant que votre mari n'apparaisse dans votre vie. Vous n'avez pas suivi l'exemple de Thierry. Vous lui avez appris à faire ça. Bénédicte s'est mise à pleurer, mais c'était trop tard. L'Assemblée avait vu exactement qui elle était. Une prédatrice qui avait trouvé le partenaire parfait en mon fils. Sa crédibilité était détruite. Thierry n'a pas eu le choix de témoigner après que le témoignage de Bénédicte a détruit toute chance d'une stratégie de défense unifiée. Son avocat a essayé de sauver ce qui restait, mais les dégâts étaient catastrophiques. Monsieur Lefebvre, guidez-nous à travers votre raisonnement quand vous avez établi cet arrangement financier. La voix de Thierry était rauque. J'essayais d'aider mon père à long terme, créer une structure qui lui bénéficierait dans le futur, assurer sa sécurité pour ses vieux jours. Quelle structure spécifiquement? Un arrangement fiduciaire, de la planification financière pour son bénéfice. Madame Belkacem s'est levée pour le contre-interrogatoire. Son expression était neutre, mais ses questions étaient chirurgicales. Quelle fiducie? Montrez-moi un seul document que votre père a signé établissant cette fiducie. Thierry a regardé son avocat. Aucune aide n'est venue. Les papiers étaient... On était en train de... Pendant 4 ans. Vous étiez en train d'obtenir sa signature pendant 4 ans, tout en prenant 144 000 € de déduction fiscale. Silence. La voix de Madame Belkacem est devenue plus calme, plus dangereuse. Permettez-moi de vous poser une question simple. Aimez-vous votre père? Oui, bien sûr que j'aime mon père. Quand était la dernière fois que vous avez visité son appartement? Thierry a baissé les yeux. Ses mains tripotaient un stylo sur la table. Long silence. Monsieur Lefebvre, quand était la dernière fois que vous avez visité l'appartement de votre père? Ça faisait peut-être 2 ans. 2 ans. Saviez-vous qu'il travaille 70 heures par semaine? Je savais qu'il travaillait.
Saviez-vous qu'il mange des lentilles en boîte parce qu'il ne peut pas se permettre mieux? La voix de Thierry s'est brisée. Je ne savais pas. Saviez-vous que le chauffage de sa voiture est cassé depuis 2 hivers, qu'il conduit pour aller travailler par des températures glaciales? Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Thierry. Il ne pouvait pas parler. Pensiez-vous qu'il ne découvrirait jamais? Comptiez-vous sur ce que votre femme a dit? Que les vieux Antillais ne font pas de vagues? Que la société leur a appris à ne pas questionner l'autorité? Thierry a complètement craqué. Il sanglotait. Il s'est tourné vers l'endroit où j'étais assis dans la galerie. « Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je t'aime. Je suis tellement désolé. » J'ai détourné le regard. Je ne pouvais pas croiser ses yeux. Certaines excuses viennent trop tard. Certains dégâts ne peuvent pas être réparés avec des larmes. Le juge a ordonné une suspension. Ils ont emmené Thierry, toujours en pleurs, mon fils brisé, à cause des choix qu'il avait faits, à cause de ce qu'il m'avait fait. Je me suis dit que c'était la justice. J'ai continué à espérer que le poids dans ma poitrine se lèverait. Ce n'est pas arrivé. Madame Belkacem s'est levée pour la dernière fois. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Mesdames et messieurs, cette affaire est plus qu'une histoire d'argent volé. Ils ont volé la dignité de Marcel Lefebvre. Ils ont volé son identité. Ils ont volé sa vérité et l'ont utilisée pour construire un mensonge qui a duré 4 ans. Elle s'est approchée de la table des pièces à conviction, a pris la photo de la signature falsifiée. Ceci n'est pas une erreur. Ceci n'est pas un malentendu. C'est un délit. Un délit délibéré, calculé, qui a nécessité de la planification, de la coordination et un mépris absolu pour l'humanité de Marcel Lefebvre. Elle a pointé l'email agrandi sur l'écran. « Ton père sert enfin à quelque chose. » Ils ont utilisé des préjugés raciaux. Ils ont compté sur le fait qu'un vieil homme noir antillais resterait silencieux, parce que la société lui avait appris à ne pas questionner l'autorité blanche. Ils ont transformé son sacrifice, ses années à élever un fils seul, à faire des doubles vacations pour payer les études, en leur machine à profit. Elle a regardé chaque assesseur. Marcel Lefebvre a travaillé 70 heures par semaine à 76 ans pendant qu'ils passèrent leurs vacances en Europe sur son nom. Ils mangeaient des lentilles en boîte pendant qu'ils achetaient des colliers à 8 000 €. Ils gelaient dans une voiture au chauffage cassé pendant qu'ils économisaient des milliers en impôts. Reconnaissez-les coupables, sur tous les chefs, les 2 accusés. L'avocat de Thierry s'est levé ensuite. Sa plaidoirie était faible. Il a parlé de mauvais choix faits sous l'influence d'une épouse manipulatrice, de bonnes intentions mal parties, d'un fils qui s'était égaré mais qui n'avait jamais voulu de vrai mal. L'Assemblée n'avait pas l'air convaincue. L'avocate de Bénédicte a pris une approche différente. Elle a complètement jeté Thierry sous le bus. Ma cliente a fait des choix terribles. Elle est coupable d'avoir participé. Mais les preuves sont claires. Thierry Lefebvre a initié le stratagème. Il a utilisé son propre père. Il a entraîné Bénédicte dans sa fraude. Oui, elle a aidé. Oui, elle devrait être punie. Mais Thierry est l'architecte de cette trahison. Il est plus coupable. C'était une stratégie désespérée. Une tentative de sauver Bénédicte en détruisant complètement Thierry. Le tribunal s'est retiré pour délibérer pendant 7 heures. Je me suis assis dans une salle de conférence avec Georges et Maître Konaté. J'ai bu du café qui avait un goût de carton. J'ai regardé l'horloge. J'ai attendu 7 heures pour savoir si mon témoignage, mes preuves, ma volonté de détruire ma relation avec mon fils avait été suffisant. L'appel est venu à 16h30. Le tribunal avait rendu son verdict. On est retourné dans la salle d'audience. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Georges s'est assis à côté de moi, Maître Konaté de l'autre côté. Fatima était dans la galerie, Abdoulaye Diallo aussi, et une douzaine de personnes du groupe de soutien qui s'était formé en ligne. Le tribunal est entré. Personne n'a regardé vers le banc de la défense. C'était un signe. Un mauvais signe pour Thierry et Bénédicte. Un bon signe pour la justice. Le juge a parlé. Le tribunal a-t-il rendu son verdict? Le président du tribunal s'est levé. Une femme noire plus âgée qui avait pris des notes attentives tout au long du procès, qui avait pleuré quand j'avais témoigné. « Oui, monsieur le président. »
Sur le chef d'abus de faiblesse sur personne vulnérable, comment trouvez-vous l'accusé Thierry Lefebvre? Coupable. Sur le chef de fraude fiscale? Coupable. Sur le chef d'usurpation d'identité? Coupable. Sur le chef d'escroquerie en bande organisée? Coupable. Sur le chef d'association de malfaiteurs? Coupable. La même chose pour Bénédicte, coupable sur tous les chefs. La salle d'audience est restée silencieuse. Pas de viva, pas de célébration. Juste le poids de ces mots se posant sur tout le monde comme une neige lourde. Je suis resté là, avec des larmes coulant sur mon visage. Pas des larmes de joie, des larmes de chagrin pour ce que nous avions perdu. Pour la relation qui ne pourrait jamais être réparée, pour le fils que j'avais élevé, qui était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Georges m'a serré l'épaule. De l'autre côté de l'allée, Fatima essuyait ses yeux. Thierry s'est retourné sur son siège, m'a regardé. Son visage était ravagé. Il a articulé les mots « Je suis désolé ». J'ai détourné le regard. Certaines excuses ne peuvent pas réparer ce qui a été brisé. Le juge a fixé le prononcé de la peine à 6 semaines plus tard. Le greffier a emmené Thierry et Bénédicte avec des menottes. Je suis sorti de cette salle d'audience avec le sentiment d'avoir gagné et perdu tout en même temps. La justice avait été rendue, mais mon fils était parti. Les 6 semaines entre le verdict et le prononcé de la peine ont semblé plus longues que tout le procès. Ma boîte aux lettres s'est remplie de courriers. Pas des dizaines, des centaines, plus de 800 lettres de toute la France. Des personnes âgées qui avaient été exploitées par leurs propres enfants. Des enfants adultes qui avaient découvert que leurs parents étaient maltraités. Des assistants sociaux, des avocats, des gens qui disaient que mon histoire leur avait donné le courage de parler. Une lettre est venue de l'Assemblée nationale. Ils tenaient des auditions sur les lois de prévention de la maltraitance des personnes âgées. Serais-je prêt à témoigner devant la commission? Je me suis assis dans cette salle de commission 2 semaines plus tard, face à des députés et des sénateurs. J'ai raconté mon histoire encore une fois. Les semaines de 70 heures. La signature falsifiée. L'hypothèse que je resterai silencieux à cause de mon âge et de ma race. Combien d'autres personnes âgées en France vivent cela en ce moment? A demandé un sénateur. Combien ont trop peur ou trop honte pour signaler? Des milliers, ai-je dit. Peut-être plus. On nous a appris à rester tranquilles, à ne pas étaler nos affaires de famille en public, à ne pas faire de vagues. Cet apprentissage protège les mauvaises personnes. En 1 mois, une proposition de loi a été introduite, la loi Lefebvre pour la protection des aînés vulnérables, des sanctions pénales plus sévères pour la maltraitance financière des parents âgés. Formation obligatoire pour les employés de banque pour reconnaître les signes d'exploitation. Protocole de signalement obligatoire quand une activité suspecte impliquant des titulaires de comptes âgés est détectée. Le Progrès a publié l'article « Un agent de sécurité de 76 ans à l'origine d'une réforme nationale ». J'ai gardé cet article, pas parce que je voulais la célébrité, parce qu'il prouvait que parler comptait, que le silence ne protège que les prédateurs. D'autres victimes ont commencé à se manifester. Une femme à Bordeaux dont la fille avait vidé sa retraite. Un homme à Toulouse dont le fils le déclarait comme personne à charge alors qu'il vivait dans sa voiture. Chaque histoire ajoutait du poids au mouvement. C'était plus grand que moi maintenant. C'était changer un système. Le jour du prononcé de la peine est arrivé sous un ciel clair et un air lourd. La salle d'audience était bondée. Les médias remplissaient les derniers rangs. Des victimes d'autres affaires qui avaient trouvé le courage grâce à la mienne. Des gens qui avaient suivi chaque jour du procès. Le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration de victime. Je me suis levé avec un papier dans mes mains tremblantes. « Monsieur le Président, je m'appelle Marcel René Lefebvre, j'ai 76 ans. J'ai travaillé comme facteur pendant 35 ans. Quand j'ai pris ma retraite, je pensais avoir mérité le repos. » Ma voix s'est affermie alors que je continuais. Au lieu de ça, j'ai travaillé 70 heures par semaine sur 3 emplois parce que je devais survivre. Agent de sécurité, agent d'entretien, caissier chez Lidl à 76 ans. Parce que mon fils disait au monde qu'il me donnait 3 000 € par mois, mais je n'ai jamais vu un seul centime. J'ai regardé Thierry assis au banc de la Défense. Il pleurait. Il a utilisé mon nom,
mon nom noir antillais, sachant qu'on m'avait appris toute ma vie à ne pas faire de vagues, à ne pas questionner l'autorité, surtout l'autorité blanche. Sa femme a supposé qu'un vieil homme noir ne riposterait pas, que je resterais tranquille par honte ou peur ou respect pour la famille. Ils avaient tort. Ma voix s'est faite plus forte. Je ne veux pas de vengeance, Monsieur le Président. Je veux qu'ils comprennent que la dignité n'est pas quelque chose qu'on achète avec de l'argent volé, que l'amour d'un père n'est pas une permission de commettre des délits, que le silence de ma génération était de la survie, pas une permission. Je me suis légèrement tourné vers la galerie, et je veux que chaque parent qui regarde m'entende. Vérifiez les papiers, demandez à voir les relevés bancaires. Ne laissez pas la honte vous garder silencieux. Ne laissez pas le respect pour vos enfants devenir une arme qu'ils utilisent contre vous. Votre dignité compte plus que de garder la paix. Un journaliste au dernier rang pleurait. Plusieurs personnes dans la galerie hochèrent la tête. J'ai élevé mon fils seul. Je lui ai tout donné. Il m'a promis de prendre soin de moi. Au lieu de ça, il a utilisé mon nom comme un outil, comme si je ne comptais pas, comme si j'étais invisible. J'ai regardé le juge. Je ne suis plus invisible. Et les milliers d'autres parents âgés qui vivent ce cauchemar en ce moment non plus. Que la peine soit assez forte pour que les gens sachent que ça ne sera pas toléré. Assez forte pour que le prochain fils ou la prochaine fille y réfléchisse à 2 fois. La salle d'audience était complètement silencieuse quand je me suis assis. Le juge m'a remercié. Sa voix était serrée par l'émotion. Le juge a pris un long moment avant de parler. Quand il l'a fait, sa voix portait le poids de chaque mot. J'ai présidé de nombreuses affaires dans ma carrière. Celle-ci se distingue par sa cruauté particulière. Vous n'avez pas seulement commis une fraude. Vous avez transformé l'amour de votre père en arme. Vous avez exploité des dynamiques raciales et un traumatisme générationnel. Vous avez transformé son sacrifice en votre profit pendant qu'il mangeait des lentilles en boîte. Il a regardé Thierry. Monsieur Thierry Lefebvre, vous êtes condamné à 12 ans de prison ferme. Vous paierez 144 000 € de dommages et intérêts à votre père. À votre libération, vous serez soumis à 5 ans de mise à l'épreuve. Vous êtes définitivement interdit de toute position impliquant la gestion des finances d'autrui. Votre licence de promoteur immobilier est révoquée. La tête de Thierry s'est affaissée. Le juge s'est tourné vers Bénédicte. Madame Bénédicte Lefebvre, votre peine est plus longue parce que les preuves montrent un schéma de comportement prédateur. Vous avez ciblé des victimes vulnérables des années avant de rencontrer votre mari. Vous avez apporté une expertise en fraude à ce mariage. Vous avez écrit des emails qualifiant un homme âgé d'enfin utile. Vous avez calculé comment exploiter des dynamiques raciales et générationnelles à des fins lucratives. Vous êtes condamné à 15 ans de prison ferme. Vous paierez 175 000 € de dommages et intérêts, incluant les dommages à M. Diallo de Marseille. Vous êtes interdite à vie de tout service financier ou position fiduciaire. Le visage de Bénédicte est resté froid, en colère. Aucun remords visible. L'un de vous souhaite-t-il s'adresser au tribunal? Thierry s'est levé. Sa voix s'est brisée. Papa, je t'aime. Je suis tellement désolé. Je passerai chaque jour du reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que tu méritais comme fils. L'homme que maman aurait voulu que je sois. Je suis tellement désolé. Je suis resté immobile. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas regardé. Bénédicte est restée silencieuse. Le greffier les a emmenés tous les deux. Thierry a regardé en arrière une dernière fois, les larmes coulant sur son visage. Je regardais mes mains, mon fils brisé, à cause de choix qu'il avait fait, à cause de ce qu'il m'avait fait. Je me suis dit que c'était la justice. J'ai continué à espérer que le poids dans ma poitrine se lèverait. Ce n'est pas arrivé. Dehors, devant le tribunal, des journalistes m'ont entouré. J'ai fait une seule déclaration. La justice a été rendue aujourd'hui, mais je veux que chaque famille qui regarde comprenne quelque chose. Cela aurait pu être évité si j'avais vérifié les papiers il y a des années, si j'avais posé des questions, si je n'étais pas resté silencieux par respect ou par honte. Ne faites pas mon erreur. Protégez-vous. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai pleuré pour la première fois depuis le verdict. Pas pour ce que j'avais gagné. Pour ce que j'avais perdu. L'affaire civile s'est réglée 3 mois plus tard.
Les actifs de Thierry et Bénédicte ont été liquidés. La maison, les voitures, les comptes d'investissement, tout. J'ai reçu 185 000 €, dommages et intérêts plus frais juridiques remboursés. C'était plus d'argent que j'en avais jamais vu de ma vie. Ça ne m'a pas rendu riche, ça m'a rendu stable. J'ai remboursé 12 000 € de dettes accumulées. Facture médicale, carte de crédit que j'avais utilisée pour l'épicerie quand mon compte était à zéro. J'ai acheté une voiture fiable pour 8 000 €, rien de tape à l'œil. Une Renault Clio qui démarrait à chaque fois et avait un chauffage qui fonctionnait. J'ai déménagé dans un meilleur appartement. 650 € par mois. 2 chambres, quartier sûr, appareil qui marchait. Pas de cafard. J'ai mis 30 000 € dans un fonds médical. À 67 ans, les coûts de santé n'allaient qu'augmenter. Le reste est allé dans l'épargne. Une vraie retraite. Enfin, j'ai fait un don de 25 000 € à une association de prévention de la maltraitance des personnes âgées. Ils l'ont utilisé pour créer un fonds d'aide juridique pour les victimes qui ne pouvaient pas se payer d'avocat. L'argent a aidé, mais il n'a pas guéri ce qui avait été brisé. Certaines choses ne peuvent pas se racheter. Un an après le prononcé de la peine, j'avais 77 ans. Je vivais dans mon appartement sûr avec un chauffage qui marchait et pas de fuite. J'avais quitté le travail de sécurité et l'entrepôt. J'ai gardé Lidl à temps partiel, 15 heures par semaine. Assez pour rester connecté aux gens sans détruire mon corps. Le reste de mon temps allait à quelque chose qui comptait plus que n'importe quel salaire. Je parlais dans des centres pour seniors 2 fois par mois. J'enseignais des cours d'éducation financière dans 3 paroisses différentes. J'animais un groupe de soutien pour les victimes de maltraitance des personnes âgées tous les jeudis soirs. Mon message était toujours le même. Notre génération a appris à ne pas questionner, à ne pas faire de bruit, à ne pas embarrasser nos enfants. On nous a appris que le respect signifiait le silence, que l'amour signifiait la confiance sans vérification. Je regardais autour de la salle des visages qui comprenaient, des visages qui portaient les mêmes cicatrices. Ce silence protège les mauvaises personnes. Cette confiance sans paperasse, c'est comme ça que les prédateurs opèrent. Votre dignité compte plus que de garder la paix. Vérifiez les papiers, posez les questions. Sur l'année, j'ai aidé 35 familles à identifier et signaler des maltraitances financières. Je les ai accompagnées dans le processus. Je les ai mises en relation avec des avocats. Je me suis assis avec elles quand elles ont dû faire face à leurs propres enfants au tribunal. Chaque cas m'a brisé le cœur un peu. Chaque cas a aussi prouvé que le combat en valait la peine. L'attention médiatique s'est estompée, mais le travail a continué. J'ai été interviewé pour Notre Temps. Je suis apparu sur un podcast de France Inter sur la maltraitance des personnes âgées. Présenté comme un héros communautaire au journal régional. Mais le vrai impact se passait dans les sous-sols d'églises et les maisons de quartier. Dans des conversations tranquilles avec des personnes âgées qui pensaient être seules, qui pensaient que personne ne les croirait, qui pensaient que c'était leur faute. « Ce n'est pas votre faute », leur disais-je à chaque fois. « Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. Ce n'est pas un crime. Ce qu'ils ont fait, c'est le crime. » Fatima venait à certaines de mes interventions. Elle partageait son histoire sur le fait de trouver le courage de parler, même quand son emploi était en jeu. Elle travaillait pour le cabinet de Maître Konaté maintenant. Elle aidait d'autres victimes à naviguer dans le système. Monique m'aidait à organiser les groupes de soutien. Elle disait que ça lui rappelait pourquoi elle s'était lancée dans la comptabilité au départ, pour aider les gens à comprendre leur argent. On avait construit quelque chose de bien à partir de quelque chose de brisé. 14 mois après le prononcé de la peine, une lettre est arrivée de Thierry, centre pénitentiaire de Lyon-Corbas. L'enveloppe était fine, l'écriture tremblante. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Je suis resté assis avec elle sur ma table de cuisine pendant 1 heure. Je l'ai finalement ouverte. « Papa, je suis en thérapie 3 fois par semaine, individuelle et en groupe. Je commence enfin à comprendre ce que j'ai fait. Pas seulement les délits légaux, la trahison humaine. J'avais honte. Honte d'avoir grandi pauvre. Honte de notre quartier. Honte de tes emplois. Quand j'ai rencontré la famille de Bénédicte avec leur vieil argent et leurs adhésions au golf, j'ai voulu les impressionner. Je voulais prouver que j'avais ma place dans leur monde.
Alors j'ai effacé d'où je venais. Je t'ai effacé toi. Je t'ai transformé en une histoire qui me donnait belle allure au lieu de l'homme qui avait tout sacrifié. Bénédicte m'a appris à te voir comme utile, plutôt qu'humain. J'ai honte d'avoir écouté. J'ai honte d'avoir laissé son racisme devenir mon racisme. Tu m'as mieux élevé que ça. Maman serait dévastée. Le pire, c'est que je savais ce que je faisais. Chaque chèque que je signais pour Montclair Patrimoine, chaque déclaration d'impôt que je déposais, chaque soirée où je mentais sur le fait de te soutenir, je savais. Et je l'ai fait quand même. Je comprends si tu ne me pardonnes jamais. Je comprends si tu ne veux plus jamais me voir. Mais j'essaie de changer. J'enseigne l'éducation financière aux autres détenus. Je fais du bénévolat à la bibliothèque de la prison. Je travaille sur mon âme. On peut parler, des lettres, des appels téléphoniques, n'importe quoi. Je comprends sinon. Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Vraiment. Et je suis tellement désolé qu'il ait fallu la prison pour m'ouvrir les yeux. Ton fils, Thierry. Je l'ai relu 3 fois. J'ai pleuré pendant la 2e lecture. Puis j'ai répondu. Thierry, je te pardonne. Mais je n'oublie pas. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Ça veut juste dire que je ne porte plus ta culpabilité. Je viendrai te voir quand tu auras purgé 5 ans. Pas avant. Utilise ce temps pour devenir l'homme que j'ai élevé, l'homme dont ta mère serait fière. Travaille avec les autres détenus, aide-les à éviter tes erreurs. Et ne recontacte plus jamais Bénédicte. Elle a apporté du poison dans ta vie. Garde-la dehors. Papa. Je n'ai jamais répondu aux lettres de Bénédicte. Elle en a envoyé 4. Je les ai toutes brûlées sans les lire. Certaines personnes ne méritent pas tes mots. 2 ans après le procès, un réalisateur local nommé Karim Benzema m'a approché. Il voulait faire un court documentaire sur mon affaire, sur la maltraitance des personnes âgées, sur le fait de parler. J'ai hésité au début, mais il m'a convaincu quand il a dit qu'il voulait interviewer d'autres victimes aussi. En faire quelque chose de plus grand que juste mon histoire. Le documentaire s'appelait « Le Père invisible ». 28 minutes. Il présentait des interviews de moi, Fatima, Maître Konaté, Abdoulaye Diallo de Marseille et 3 autres victimes âgées qui s'étaient manifestées après avoir vu mon cas. Il a été présenté en première au Festival du film de Lyon, a remporté le prix du meilleur court documentaire. Puis France 3 l'a repris pour une diffusion nationale. L'impact a été immédiat. En 6 mois, l'Assemblée nationale a voté la loi Lefebvre. Des sanctions pénales plus sévères pour la maltraitance financière des parents âgés. Formation obligatoire pour les employés de banque pour reconnaître les signes d'exploitation. Protocole de signalement obligatoire quand une activité suspecte impliquant des titulaires de comptes âgés est détectée. La Direction générale des finances publiques a annoncé une surveillance accrue des déclarations de personnes à charge. Si vous déclarez un parent âgé, soyez prêt à montrer des preuves, de vraies preuves. Pas juste des papiers que vous avez créés vous-même. Les banques, à travers la France, ont mis en place de nouvelles procédures. Si quelqu'un essaie de mettre en place des virements automatiques, depuis un compte au nom d'une personne âgée, cette personne est contactée directement, pas par un membre de la famille, directement. D'autres pays ont commencé à regarder des législations similaires, Belgique, Suisse. Mon cas est devenu une référence dans les auditions législatives à travers l'Europe. Le documentaire est maintenant utilisé dans les formations d'assistants sociaux, dans les facultés de droit, dans les formations de l'industrie bancaire. Mon visage, mon histoire, ma douleur, apprenant aux gens à reconnaître ce que j'avais vécu. Si ça sauve ne serait-ce qu'un parent âgé de ce que j'ai vécu, ça en valait la peine. Le groupe de soutien a commencé petit. Juste moi et 4 autres personnes dans un sous-sol de paroisse. Des chaises pliantes, du mauvais café, des histoires qui nous faisaient pleurer. À la 2e année, on avait 40 participants réguliers, principalement des personnes âgées noires et maghrébines, des gens à qui on avait appris que les affaires de famille restent privées, qu'on n'embarrasse pas ses enfants, que le silence c'est le respect. On l'a appelé « Second souffle », réunion tous les jeudis à 18h. J'ouvrais chaque réunion de la même façon. Je m'appelle Marcel Lefebvre. Mon fils a volé mon identité et utilisé mon nom pour commettre une fraude fiscale pendant 4 ans, pendant que je travaillais 70 heures par semaine.
Je suis resté silencieux par respect. Ce silence a failli me détruire. Puis les autres partageaient, une femme de 72 ans dont la belle-fille contrôlait tous ses comptes. Un homme de 68 ans dont le fils le déclarait comme personne à charge alors qu'il vivait de la retraite minimum. Une grand-mère de 75 ans dont le petit-fils avait ouvert des cartes de crédit à son nom. On s'apprenait mutuellement à vérifier les rapports de crédit, à demander des relevés bancaires, à tout documenter, à trouver des avocats qui prendraient des cas de maltraitance de personnes âgées. Plus important, on s'apprenait mutuellement que ce n'était pas notre faute. Que faire confiance à ses enfants n'est pas un défaut de caractère, que l'amour n'exige pas d'accepter le vol. 6 mois après le début du groupe, une femme nommée Jamila nous a rejoints. 72 ans, calme, effrayée. Sa belle-fille vidait ses économies depuis 3 ans. Elle pensait être la seule. « Vous n'êtes pas seule, lui ai-je dit. Voici ce qu'on fait. » On s'est mobilisé autour d'elle. On l'a mise en relation avec le cabinet de Maître Konaté. On l'a aidée à tout documenter. On l'a soutenue pendant le dépôt de plainte. On s'est assis avec elle au tribunal. 6 mois plus tard, sa belle-fille a été condamnée. Jamila a récupéré son argent. À la réunion suivante, elle s'est levée. « Vous m'avez tous sauvé la vie. » Le groupe comptait plus que n'importe quel documentaire ou législation. On se sauvait les uns les autres. Le Noël de la 3e année, j'ai organisé un dîner dans mon appartement. Pas assez grand pour une foule, mais je me suis débrouillé. Maître Georges Durand et sa femme ont apporté une bûche de Noël. Maître Sylvie Konaté a amené sa compagne et une salade composée. Fatima est venue avec sa fille. Elle a apporté un couscous. Monique a apporté son fameux gratin dauphinois. Abdoulaye Diallo est venu de Marseille avec sa femme. Il a apporté un thieboudienne. 3 membres du groupe de soutien sont venus. Jamila, dont on avait aidé à gagner l'affaire. Un homme âgé qui reconstruisait son crédit après que sa fille l'avait détruit. Une grand-mère qui avait enfin fait arrêter son petit-fils pour usurpation d'identité. On s'est entassé autour de ma petite table et d'une table pliante empruntée à la paroisse. Chaises dépareillées, serviettes en papier. Rien de tape à l'œil. Mais c'était une famille. Pas la famille dans laquelle j'étais né. La famille que j'avais choisie. La famille qui m'avait choisi. Georges a levé son verre de vin. À ceux qui se sont levés quand se lever était difficile. Tout le monde a levé son verre. Maître Konaté a ajouté « À Marcel qui nous a appris que le silence protège les mauvaises personnes. » Fatima a parlé ensuite, sa voix douce. « À trouver nos voix. » On a fait le tour de la table. Chacun a partagé ce pourquoi il était reconnaissant. Quand ça a été mon tour, j'ai regardé leurs visages. Ces gens qui s'étaient tenus avec moi, qui m'avaient cru, qui m'avaient aidé à transformer la douleur en but. Je suis reconnaissant pour la vérité. Ça m'a coûté un fils, mais ça m'a rendu mon nom. Et ça m'a donné vous tous. On a mangé jusqu'à ne plus pouvoir bouger, ri jusqu'à avoir mal aux côtes, raconté des histoires jusqu'à ce que le soleil se couche. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu le sentiment d'appartenir quelque part. Pas à cause du sang, à cause du choix. 3 ans après le procès, j'ai 79 ans. Je marche plus lentement maintenant. Mes genoux se plaignent plus. Mais je suis toujours là. Je travaille toujours 15 heures par semaine chez Lidl. J'anime toujours le groupe de soutien. Je parle toujours dans les paroisses et les maisons de quartier. Un après-midi, je traverse le centre-ville de Lyon. Je passe devant l'immeuble où le bureau de Thierry se trouvait. Le nom de quelqu'un d'autre sur la porte maintenant. L'empire qu'il avait construit est parti, vendu pour payer les dommages et intérêts et les frais de justice. Je ne ressens pas de satisfaction en le voyant vide. Je ressens de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Je me dirige vers Lidl pour ma vacation. Un jeune homme travaille à la caisse à côté de la mienne. 18 ans, noir, avec de grands rêves, me rappelle Thierry à cet âge. Pendant notre pause, il me dit qu'il a vu mon documentaire dans son cours d'éducation civique au lycée. « Monsieur Lefebvre, vous êtes un peu célèbre. Mon prof a dit que vous avez fait changer des lois. » Je souris. « Pas célèbre, fiston. Juste visible. » Il a l'air confus. Pendant longtemps, j'étais invisible. Je faisais 3 emplois et personne ne me voyait. Mon propre fils utilisait mon nom mais ne me voyait pas comme une personne.
Il a fallu tout ce que j'avais pour redevenir visible. Ma grand-mère dit que vous l'avez aidée. Elle avait des problèmes avec mon oncle. Vous lui avez dit de vérifier les papiers. Elle a découvert qu'il la volait. Quelque chose de chaud se répand dans ma poitrine. Elle va bien maintenant? Ouais. Elle a récupéré son argent, et mon oncle est en prison. Elle dit que vous lui avez sauvé la vie. À la fin de ma vacation, je range les rayons une dernière fois. Mon dos me fait mal, mais mes mains sont fermes. Une vie bien vécue ne se mesure pas en argent. Elle se mesure aux gens qu'on aide à devenir visibles aussi. Écoutez bien maintenant. J'ai appris 3 vérités à 76 ans. Premièrement, le silence protège les mauvaises personnes. Notre génération a appris à se taire, surtout nous les Antillais. Ce silence est une cage. Brisez-la. Deuxièmement, l'amour et la responsabilité ne sont pas ennemis. J'aimais mon fils et je l'aime toujours, mais je ne pouvais pas laisser l'amour me rendre invisible. On peut tenir les deux. Troisièmement, votre dignité n'est pas négociable. Pas pour la famille, pas pour la paix, pour rien. Au moment où vous échangez votre vérité contre le confort de quelqu'un d'autre, vous avez donné la seule chose qui est vraiment à vous. Vérifiez les papiers, posez les questions. Et souvenez-vous, avoir 76 ans ne signifie pas être impuissant. Parfois, ça signifie qu'on a enfin appris quand se battre. Avant de partir, faites quelque chose maintenant. Appelez un parent ou un grand-parent âgé. Demandez à voir leur relevé bancaire. Demandez qui gère leur argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous vous êtes déjà levé face à une famille qui sous-estimait votre valeur, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix pourrait sauver quelqu'un. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Homme de Parole maintenant. Abonnez-vous si vous croyez que la dignité compte plus que de garder la paix. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer des histoires sur le fait de défendre ce qui est juste. Ensemble, on peut briser le silence et s'assurer qu'aucun autre parent ne travaille 70 heures par semaine à 76 ans pendant que ses enfants mentent. Protégeons ceux qui nous ont protégés.